Et nous recevons ce matin sur LCI Patrick Stefanini. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur de campagne de Valérie Pécresse. Et d'ailleurs, si on veut voir comment vous êtes à l'œuvre, je renvoie ce soir à un documentaire sur TF1, 23h, épisode 2 de la bataille de l'Élysée, signé François-Xavier Ménage, où l'on vous voit à l'œuvre, je n'en dis pas plus, c'est à voir. Vous revenez de Grèce, Patrick Stefanini, vous avez accompagné la candidate Valérie Pécresse sur la question migratoire. On va y revenir. D'abord, quelques questions d'actualité, si vous voulez bien. Le pass vaccinal adopté hier après un parcours chaotique au Parlement. Les LR, d'ailleurs, s'étaient distingués par leur division en première lecture. Bon, décidément compliqué de s'opposer et de faire campagne dans cette période Covid, pour vous. Oui, et puis sur cette question du pass vaccinal, il y a des différences de sensibilité au sein du groupe LR à l'Assemblée nationale. Il n'en reste pas moins que hier soir, c'est une très large majorité des députés LR qui ont voté pour. Voilà. Donc, heureusement pour Valérie Pécresse qui avait fait une injonction aux députés, soyez tous unis. C'est ce qu'elle avait souhaité. Quand on compare les résultats du vote en première lecture avec les résultats du vote d'hier soir, on voit que les propos de Valérie Pécresse ont porté. Son autorité progresse. C'est pour vous un signe positif. Dans cette campagne, il y a comme une tendance pour elle, si vous me permettez, au recyclage. Alors, elle a d'abord ressorti le Karcher de Nicolas Sarkozy, et puis elle propose que l'armée participe à des opérations de coups de poing dans les quartiers sensibles pour lutter contre la drogue. C'est d'abord une vieille idée. Bon, pourquoi pas, elles peuvent avoir encore du sens. Mais l'armée n'en veut pas, elle l'a répété. Est-ce que c'est habile ? Non, mais ne perdons pas de temps avec ce sujet. Ce que propose Valérie Pécresse, c'est que des opérations coups de poing soient conduites dans les quartiers difficiles où règne, vous le savez, l'économie souterraine. Et ces opérations coup de poing, il faut qu'elles associent la police, la gendarmerie, la justice, le fisc. Et puis nous avons indiqué que la sécurisation des alentours du quartier pour permettre une intervention utile de ces brigades coup de poing pourrait, si nécessaire, être assurée par l'armée. Comme c'est conditionné maintenant. Vous avez un peu précisé et reflué. Dans notre tract, c'est dit comme ça. Parce que la lutte contre le trafic de drogue aujourd'hui, Patrick Stefanini, vous êtes très sensible aux questions de sécurité, c'est un échec. Le trafic n'est pas réduit. Et par ailleurs, c'est tragique. Il y a un adolescent qui a été criblé par balle à Marseille, je crois, en septembre. Il y a eu une vingtaine de morts. Ce sont des niveaux de mortalité liés à ces trafics qui sont inédits dans l'histoire récente. Ça ne mérite pas un débat, la légalisation du cannabis, franchement, dans ce contexte. Oui, enfin, nous y sommes résolument hostiles. Oui, justement, vous fermez la porte, ça mérite pas d'être un peu examiné. Nous y sommes hostiles parce que nous pensons que l'utilisation du cannabis, notamment chez des adolescents, peut avoir des conséquences dramatiques sur leur santé et développer notamment des phénomènes de schizophrénie. Alors, il faut lutter contre la drogue, il faut le faire avec beaucoup de fermeté. Il faudra probablement, d'ailleurs, le moment venu, en parler avec les pays qui sont exportateurs, entre guillemets, de drogue. Ça, c'est un sujet qui est rarement abordé dans le débat politique. Mais enfin, la drogue qui est consommée en France, elle ne tombe pas du ciel. Il faudra un jour se préoccuper d'avoir une action de coopération policière très forte avec les pays d'où vient la drogue. Ouais, et ça concerne non seulement la France, dont on voit bien qu'elle sert de débouché à de la drogue qui vient du Maghreb. Donc vous, en tout ça cas, concerne aussi les Pays-Bas. Donc voilà, c'est un sujet dont on pourrait en effet parler utilement entre pays européens. Oui, mais vous avez vu par exemple que le Maroc envisage de légaliser le cannabis à usage thérapeutique, ce qui pourrait complètement désorganiser tout. Ça vous inquiète ou pas ? Ce qui m'inquiète, c'est le fait que le Maroc, puisque vous avez pris cet exemple, et en effet c'est un bon exemple, tire une partie de sa richesse nationale de la production du cannabis et de l'exportation du cannabis, notamment vers la France. Et ça, alors, c'est un vrai sujet. Vous pouvez agir ? On devrait renforcer de manière considérable les contrôles aux frontières, en liaison avec l'Espagne, parce que cette drogue, elle emprunte, vous le savez, des bateaux qui traversent la Méditerranée au niveau de Gibraltar, c'est pas très difficile, et qui ensuite déposent leur cargaison en Espagne avant que cette cargaison ne parte vers la France. Donc c'est certainement, plutôt que de légaliser le cannabis, on ferait mieux d'essayer de couper le robinet en amont.
En tout cas, la légalisation, pour vous, non. La répression, oui. La coopération aussi. Oui. C'est ce que vous dites pour l'instant. Elle a été ministre des Universités, Valérie Pécresse. Faut-il augmenter les droits d'entrée à l'université? Non, ça paraît pas une très bonne idée. Mais au-delà... Elle l'avait fait en 2008 quand elle était ministre. Au-delà... Elle les avait augmentés de 2 à 5% à l'époque. Au-delà, la problématique, c'est qu'il y a une double problématique. D'abord, je crois que le président de la République a eu tort de vouloir opposer les universités et les grandes écoles. Il faut les faire travailler ensemble, et c'est ce que Valérie Pécresse s'était efforcée de faire lorsqu'elle était ministre des Universités. Et puis, par ailleurs, il faut donner plus de moyens aux universités. Quand on prend un chiffre très simple, c'est-à-dire le volume des crédits publics divisé par le nombre des étudiants dans notre pays, eh bien, il a diminué par rapport à la période où Valérie Pécresse était ministre des Universités. Oui. Voilà, ça, ce sont des chiffres objectifs. Il faut davantage d'argent public pour l'université, c'est ce que vous nous dites? Oui, il faut aider davantage en termes de crédit public. Les universités, oui, bien sûr. Il faut, dans notre pays... Vous avez une évaluation parce que vous rajoutez beaucoup de milliards un peu partout, on va y venir, mais là, par exemple, sur le budget, vous en êtes où? Dans notre pays, Elisabeth Martichoux, il faut faire aujourd'hui le pari de la science, de la recherche, et donc des universités, puisqu'une partie de la recherche aujourd'hui se fait au sein des universités. Ce que dit Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui a lancé le débat par une prise de parole à la fin de la semaine dernière. Prise de parole d'ailleurs solitaire, prise de parole solitaire, avec une conférence des présidents d'université, où on nous a d'abord expliqué, 8 jours avant la réunion de la conférence, qu'en raison de la période Covid, il n'y aurait pas de conférence. Et donc, Mme Pécresse ne serait pas invitée, puisque, au fond, on nous a laissé entendre que personne ne serait invité. Tout ça pour découvrir, évidemment, le jour de la réunion, que le président de la République s'exprimait en majesté, et sans qu'aucun des autres candidats à l'élection présidentielle ne puisse le faire, ne s'exprimer, etc. Donc, il y a eu une espèce de manœuvre qui a consisté à nous faire croire que cette réunion n'aurait pas lieu, alors que finalement, évidemment... Mais il y avait une volonté d'exclure Valérie Pécresse en tout cas, voilà, cette prise de parole, on nous a dit, parce que, indépendamment d'une invitation, ça aurait pu être l'occasion pour Valérie Pécresse de publier une tribune sur ce sujet, mais on nous a laissé entendre que peut-être cette réunion serait annulée, et puis finalement, elle a été maintenue. Combien ça coûte une première année de licence aujourd'hui? Très honnêtement, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je vous ai dit qu'il fallait augmenter les moyens consacrés à l'université. Mais pas les droits, c'est 170 €. Ce que dit le président, on ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, c'est ce qu'il appelle aucun prix. 170, c'est le premier prix, et puis ça augmente après deuxième, troisième année. Et il dit, nous avons tant de précarité étudiante et une difficulté à financer un modèle beaucoup plus financé par l'argent public que partout dans le monde. Donc vous voulez continuer à abonder le budget public. Ce que nous voulons, c'est que l'argent public soit dépensé avec de vraies priorités et avec des priorités qui correspondent à l'intérêt du pays à long terme, à l'intérêt du pays à long terme. Investir dans l'éducation, dans la recherche, dans les universités, personne ne doute que c'est utile pour le pays à long terme. Pas de financement privé, c'est pas votre modèle qui aiderait l'université à... Mais encore une fois... C'est intéressant comme débat parce que la formation, c'est la base de tout. Oui. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. D'accord. Donc, juste un instant, est-ce que l'argent privé ne pourrait pas abonder et aider les universités à être plus performantes, sachant qu'aujourd'hui, elles ont des difficultés, en effet, face à la concurrence? Qu'il faille flécher une partie de ressources privées pour aider à faire de la recherche dans notre pays. La réponse est oui. D'ailleurs, ça s'appelle le crédit impôt recherche, et c'est la droite qui est à l'origine de cette mesure. Immigration. Oui. L'immigration a été un facteur de progrès depuis le début de l'humanité. Ça doit continuer, c'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier dans ce meeting. Vous nous direz d'ailleurs si vous ferez des meetings comme ça, immersifs. Hier, c'est faux? C'est naïf? Non, mais c'est comme pour tous les phénomènes de la vie. C'est-à-dire que l'immigration peut être une bonne chose à condition d'être résolument encadrée et régulée. Et depuis une quinzaine d'années, nous avons dans notre pays, depuis 20 ans, nous avons perdu la maîtrise de l'immigration. Et j'ajoute que cette perte de maîtrise, elle est également constatée au niveau européen. Et c'est la raison pour laquelle Valérie Pécresse est allée en Grèce, puisque la Grèce a été pendant longtemps
jusqu'il y a 2 ou 3 ans, un des maillons faibles du dispositif européen dans la lutte contre l'immigration clandestine, et que sous l'impulsion d'un gouvernement conservateur, depuis 2 ans, les choses ont changé radicalement. C'est-à-dire que ce gouvernement a pris le taureau par les cornes, il a sécurisé une grande route migratoire, une des grandes routes migratoires en direction de l'Europe, qui est la route de la Méditerranée occidentale, la Méditerranée orientale, la route qui va de la Turquie vers la Grèce. Et en l'espace de 2 ans, Elisabeth Martichoux, entre 2019 et 2021, le nombre des tentatives de franchissement illégal de la frontière en direction de la Grèce a été divisé par 8. On est passé de 80 000 à 10 000. Donc c'est un succès spectaculaire qui a été acquis dans le respect de la dignité des personnes, c'est-à-dire qu'on a tous en tête le souvenir de ces camps de réfugiés installés à la va-vite sur les îles qui se trouvent à 2 ou 3 kilomètres de la Turquie. Eh bien, ces camps, aujourd'hui, ils sont fermés et le gouvernement grec a ouvert à la place, avec d'ailleurs un financement de l'Union européenne, et c'est une bonne chose, il a ouvert des camps modernes, oui. des camps dans lesquels, que nous avons visités donc, samedi avec Valérie Pécresse. Qui vous ont impressionné justement oui, par le... Oui, parce que les choses ils sont bien faites, parce qu'il y a des écoles, il y a une école à l'intérieur du camp pour les enfants, qu'il y a une zone de rétention pour les demandeurs d'asile déboutés, que les autres migrants voient leur situation examinée dans le calme par des personnels compétents, et que lorsqu'ils sont déboutés de leur demande, parce que soit leur demande d'asile n'est pas justifiée, soit ils n'ont pas de titre à faire valoir pour obtenir un droit de séjour, eh bien, ils sont reconduits dans leur pays d'origine, mais dans le respect de leur dignité. Donc voilà un succès qui a été acquis en matière de... Alors, si vous permettez, c'est grâce à l'Europe. C'est 43 millions d'euros, c'est énorme. Oui. C'est grâce, d'abord, merci Bruxelles. Et par ailleurs, c'est une frontière, ce qu'on appelle une frontière extérieure de l'Europe. Oui. Donc vous dites, c'est formidable. Oui. Vous dites, Gérald Darmanin y est allé d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur en octobre, il a dit, c'est formidable. Vous êtes d'accord, ça passe par ce système européen de contrôle. Merci Bruxelles. J'ai toujours dit que le contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne était la priorité numéro 1. Et je le redis à votre micro ce matin, Elisabeth Martichoux, c'est-à-dire que toutes les autres mesures que nous proposons, que Valérie Pécresse propose, la politique des quotas, la réforme des procédures d'asile, etc., tout ça n'a de sens que si l'Europe tient sa frontière extérieure. C'est essentiel, c'est essentiel. Et la question qu'on doit se poser, à partir de l'exemple grec, parce que tant mieux pour les Grecs, ils ont réussi. Et tant mieux pour les pays européens. Et tant mieux par voie de ricochet pour les autres pays européens qui se situent sur cette route migratoire. Mais la question qu'on doit se poser, et que je pose à votre micro ce matin, c'est comment se fait-il que dans des pays plus proches de nous que la Grèce, je pense notamment à l'Italie avec l'île de Lampedusa, et je pense à l'Espagne avec les Canaries, je pense qu'il serait très utile que ces 2 pays, et notamment l'Italie, s'inspirent de l'expérience grecque. Et M. Darmanin serait bien inspiré, non seulement comme il l'a fait apparemment, de visiter le camp que Valérie Pécresse a visité samedi, mais il serait bien inspiré dans la foulée, et ça je ne suis pas certain qu'il l'ait fait, d'aller en parler avec son collègue italien et de voir dans quelles conditions l'Union européenne et la France peuvent mieux coopérer avec l'Italie, parce que les problèmes migratoires, c'est des problèmes concrets. Aujourd'hui, la principale route migratoire à destination de l'Europe, c'est la route de la Méditerranée centrale, c'est la route qui emprunte l'Italie. Et tout le monde sait que ces migrants, ils arrivent de Tunisie ou de Libye, ils arrivent sur l'île de Lampedusa. On a compris, vous dites, ces camps humanisés se permettent aussi de lancer les procédures bien sûr. Avant que les migrants poursuivent leur voyage. Oui. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Ce que vous avez visité, c'est ce qu'il faut faire. Bon. Oui. Encore une fois, c'est une coopération Athènes-Bruxelles. Bien sûr, oui. Financée par nous, par tous les Européens. Bien sûr. Donc, très bien. En quoi est-ce que ça disqualifie la politique migratoire de la France ? Nous pensons que la priorité n'est pas suffisamment mise par le gouvernement actuel sur le contrôle des frontières extérieures. Et je vous redis que notre problème, le problème de la France aujourd'hui, ce n'est pas principalement avec des migrants venus de Grèce.
Hein, c'est ceux qui viennent d'Italie. Ce sont des migrants venus. Mais donc c'est la présidence Tunisie. Française de l'Union européenne qui peut là pousser. Et d'ailleurs, il l'a dit, Emmanuel Macron, qu'il allait réformer Schengen, etc. Il suffit pas de le dire. Je rappelle que le président de la République, au début de son mandat, a tout misé sur l'Europe en matière de politique migratoire. Il a pensé, en toute sincérité, il a pensé que l'Union européenne, c'était la clé de tous les problèmes. Mais ce que vous nous dites, c'est votre visite, ça le 5 ans plus tard, le mécanisme de Dublin qui régit la demande d'asile en Europe n'a pas été modifié d'un iota et il ne fonctionne pas bien. Le président de la République avait envisagé, vous vous en souvenez, c'était en 2017-2018, la création de hotspots en Libye ou dans les pays d'origine. Ce sont des systèmes d'examen des dossiers dans les pays d'origine. Tous les pays européens le souhaitent, enfin beaucoup. Vous aussi? Non, nous pensons que c'est à la frontière de l'Union européenne que les choses se jouent. Ce n'est pas dans les pays d'origine, parce que miser sur la coopération des pays d'origine pour régler ces problèmes, c'est faire preuve de beaucoup de naïveté. Nous pensons donc que c'est à la frontière que les choses se jouent. Et de ce point de vue-là, l'expérience grecque est très probante, puisque ces îles, par définition, elles sont la frontière de la Grèce. Un mot du positionnement politique de Valérie Pécresse. Karcher, armée, on a parlé tout à l'heure, immigration. Est-ce ainsi que vous espérez convaincre l'électorat de droite que Valérie Pécresse est vraiment de droite? Mais je pense que l'électorat de droite est conscient que Valérie Pécresse porte en matière d'autorité des valeurs de fermeté. Donc vous ne sentez pas un petit doute parfois dans votre groupe? Des valeurs de droite. Non, non, pas du tout. Moi, parce qu'elle dit, il y a une semaine, elle a dit la vraie droite, c'est moi. Vous connaissez le principe, quand on a besoin d'affirmer quelque chose, c'est que ça n'a rien d'évident. Non, mais je ne crois pas que, encore une fois, moi je n'ai aucun doute sur le positionnement à droite de Valérie Pécresse. Je pense que nos concitoyens en sont chaque jour davantage conscients, mais je pense que nous devons également développer notre campagne sur d'autres sujets, et notamment sur le sujet du progrès, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut améliorer concrètement la situation des Français et notamment leur pouvoir d'achat, qui en prend actuellement un rude coup avec la hausse fantastique des prix de l'énergie. Donc voilà des sujets très concrets sur lesquels Valérie Pécresse va développer sa campagne dans les jours qui viennent. Et puis enfin, vous le savez, elle en a beaucoup parlé pendant les débats de la primaire, elle a été la seule à le faire. Il y a des sujets qui sont fondamentaux pour l'avenir de la société française. Il y a la famille, il y a l'école et il y a les problèmes d'environnement. Et il y a le handicap aussi. Oui, il y a le handicap. Et Éric Zemmour s'est distingué, il a choqué, condamnation unanime en dénonçant l'obsession de l'inclusion qui serait une mauvaise manière faite aux enfants, d'ailleurs aux enfants valides et handicapés. C'est un faux pas? Qu'est-ce que, sur le fond, ça... Je crois que ces propos ont beaucoup choqué, et à juste titre, parce que sur ce dossier, comme sur beaucoup d'autres, il ne faut pas chercher à opposer. Il y a des enfants porteurs de handicap qui peuvent être accueillis à l'école, et c'est la politique que notre pays a choisie depuis 2005 sous l'impulsion de Jacques Chirac. Là où le bas blesse, c'est que les moyens disponibles pour réussir cette inclusion à l'école, le gouvernement ne les a pas mis sur la table. Je rappelle qu'Aurélien Pradier, qui est aujourd'hui un soutien de Valérie Pécresse, a déposé en 2018 à l'Assemblée une proposition de loi pour améliorer l'inclusion des enfants handicapés à l'école, notamment en dotant les accompagnants d'un véritable statut. Cette proposition a été rejetée sans l'ombre d'une discussion par la majorité d'En Marche. Donc oui, il faut donner plus de moyens à l'école pour réussir l'inclusion des enfants handicapés. Vous avez évalué ça? Parce que c'est beaucoup de moyens pour en même temps, il y a aujourd'hui 400 000 enfants porteurs d'un handicap qui fréquentent l'école, et il y en a 75 000 qui sont accueillis dans des établissements spécialisés. Et contrairement à ce qu'a dit Éric Zemmour, il ne faut pas opposer l'une de ces deux formules à l'autre. Il faut faire les deux. La majorité des enfants porteurs de handicap peuvent être accueillis à l'école, et il y a des enfants qui sont plus lourdement touchés, qui doivent être accueillis dans les structures spécialisées. Et encore une fois, il faut que cette politique du handicap et de l'enfant handicapé marche sur deux jambes. C'est ce que nous proposons. Mais pour ça, il faut mettre plus de moyens sur l'école. Plus de moyens, plus de moyens. Opposer, c'est... Voilà, c'est comment on appelle ça, le logiciel d'Éric Zemmour. Elisabeth Martichoux, je ne vais pas laisser passer votre sous-entendu. Oui, il y a des politiques publiques qui doivent être prioritaires, qui doivent redevenir prioritaires. Et à l'inverse, notre pays dépense sans doute
trop d'argent public, Vous trop nous d'argent direz un public jour comment dans l'interventionnisme économique, vous d'une part, reviendrez nous dire comment et vous dans les supprimez aides sociales. 120 000 postes de fonctionnaires, n'a toujours pas compris. Encore Eh deux ben, très petites- volontiers, je reviendrai Oui, volontiers. parce que pour l'instant, c'est pas très clair. Deux petites questions, pardon. Cacophonie à droite sur les parrainages, justement, à Éric Zemmour. Hier, sur notre antenne, Éric Ciotti a dit les élus LR peuvent parrainer, il n'y a pas de problème. Et juste avant, toujours sur LCI, Philippe Juvin disait eh bien non, parrainage égale exclusion, arbitrée. Ah ben, je vais Patrick Stefanini. Je vais arbitrer de façon très claire. Moi, je suis le directeur de campagne de Valérie Pécresse. Et mon objectif, c'est que Valérie Pécresse, elle obtienne le maximum de parrainage pour sa candidature. Voilà notre objectif. Pour le reste, Éric Ciotti n'a pas tort. Parrainer n'est pas soutenir. D'accord. Dernière question. C'est pas une question d'ailleurs. L'Humanité, est-ce que vous êtes abonné à l'Humanité vous Non. Vous avez vu le portrait qu'ils ont fait de vous? Non. Le talisman de la droite. Mon Dieu. Vous voyez, on le surnomme le talisman de la droite, qui est Patrick Stefanini, à lire dans l'Humanité. Comme quoi, on est parfois Il y a toujours surpris. eu des relations entre les gaullistes. Vous savez, le Parti communiste, ça date de la libération. Enfin, ça date de la guerre et de la Vous allez faire un grand meeting bientôt, comme on a vu Mélenchon hier. Alors, c'était technologiquement très réussi, mais il y a eu Villepinte pour Zemmour. Il va recommencer. Marine Le Pen l'envisage. Et vous? Valérie Pécresse présentera son projet. La date n'en est pas encore fixée. Au cours d'un grand meeting. Sans doute. Et on ne sait pas où. Non. Ni où, ni quand. Non. Bon, eh bien, écoutez, avec ça, c'est un peu au jour le jour. Mais vous savez, on fait des Ah. meetings de taille moyenne dans des villes Oui. de taille moyenne. Vous nous que appelez, la hein. France, Vous nous ça ne se appelez. résume pas aux grandes métropoles. Merci beaucoup, Patrick Stefanini, d'avoir été ce matin sur LCI.